Roland-Garros, ce n'est pas que des matchs de légende et des moments inoubliables, c'est aussi un tournoi orphelin de son roi. Je ne sais pas ce que Roland-Garros prépare pour lui, il va falloir être à la hauteur. Une menace de déménagement. On peut même imaginer que c'est trop petit aujourd'hui. Et un public détesté par certains joueurs. On sait que ça fait maintenant 1 an ou 2 que ça devient de plus en plus irrespectueux, le public. Vous ne le savez peut-être pas, mais le nom de Roland Garros n'a rien à voir avec le tennis, c'est celui d'un aviateur. En 1913, avec son avion, il est le premier à traverser la Méditerranée à une époque où il ressemblait à ça. Connaissez-vous vraiment tout de ce tournoi dont la France est aussi fière ? Aujourd'hui, on se pose 5 questions sur Roland Garros. Tout commence en 1891 pour les hommes et en 1897 pour les femmes, quelque chose de très rare pour l'époque. Pour participer au championnat de France, il faut obligatoirement être inscrit dans un club. À l'époque, le tournoi change de lieu chaque année. Il alterne entre le Stade français au parc de Saint-Cloud et le Racing Club de France dans le Bois de Boulogne à Paris. Et puis, en 1925, c'est le premier tournoi majeur. Le tournoi s'ouvre aux joueuses et aux joueurs étrangers. Les internationaux de France voient le jour, mais toujours sans stade attitré. C'est en 1927 que ce manque se fait ressentir. Cette année-là, la France réussit l'exploit historique de remporter sa première Coupe Davis à Philadelphie. 4 Français écrivent l'une des plus grandes pages du tennis tricolore. Jacques Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet et René Lacoste, ce sont les mousquetaires. Cette fois, il n'y a vraiment plus le choix, il faut absolument un stade, et un vrai. Il est finalement inauguré porte d'Auteuil en mai 1928 avec une rencontre féminine entre la France et la Grande-Bretagne. Un tournoi qui se joue sur terre battue. Ça, c'est de la terre battue. Pour que vous fassiez de la bonne terre battue chez vous, il vous faut de la brique pilée, c'est ce qui lui donne sa jolie couleur orange, du calcaire pilé, de la houille, du caillou concassé et du drain. Alors attention, c'est comme pour les carbos, il ne faut surtout pas mettre de crème, là c'est pareil, pas de terre. Comment savoir si la terre battue est prête ? C'est très simple, vous prenez une balle, vous la faites rebondir, et comme un Roland-Garros sur la terre battue, la balle doit être ralentie. Bon, nous on n'avait pas de terre battue, on a acheté que ça et ça coûte déjà 20 balles. En 1928, la Fédération française de tennis se décide enfin à construire ses propres infrastructures. Ce sera à la porte d'Auteuil sur un terrain qui appartient au Stade français. Il n'y a qu'un court, le central. Vous le connaissez, c'est le fameux Philippe Chatrier. Dès son inauguration, le stade est baptisé du nom de Roland Garros. L'aviateur était un ami de Pierre Gilloux, le président du Racing, un des proprios de l'enceinte. Petit à petit, de nouveaux courts annexes se sont construits. On en compte jusqu'à 9 dans les années 70. La décennie suivante, le stade continue de s'étendre. Le mythique court numéro 1 est construit et le tournoi compte alors 18 terrains. En 1994, un nouveau cours sort de terre, il fait 10 000 places et devient plus tard le cours Suzanne Lenglen, une légende du tennis français. Roland Garros conserve son charme unique, mais il est de plus en plus étroit et vieillissant. Oh putain, on est serré ici, j'ai une idée, j'ai une chanson, on va appeler ça les sardines. C'est très bien. En 2010, trop à l'étroit, la Fédération française de tennis étudie un déménagement de Roland Garros. 4 lieux sont à l'étude, Versailles, Marne-la-Vallée, Évry et Gonesse. D'un tournoi à Paris, on passe à une compétition à 45 minutes de RER de la capitale, l'enfer. Ah non, c'est mort, je bouge pas. Les instances du tennis décident que finalement, Roland restera porte d'Auteuil et en 2018, des travaux d'ampleur débutent, le stade change radicalement. Le cours Philippe Chatrier est remanié et il dispose enfin d'un toit. On se souvient tous de ces images de ces matchs arrêtés à cause de la pluie. Eh merde. C'est plus le cas depuis 2020. Et oui, le Chatrier permet désormais de jouer par tous les temps. Pareil pour le cours Suzanne Lenglen depuis 2024. Comme c'est parisien, c'est chic, le toit ressemble au pli d'une robe. C'est beau, c'est élégant, ça ressemble à une robe. Ah non, en fait, c'est tout blanc et dans 3 ans, c'est recouvert de merde de pigeons. Des travaux titanesques qui ont duré pas loin de 10 ans et désormais de nouveaux espaces sont proposés aux spectateurs comme le cours Simone Mathieu en 2019. D'autres disparaissent au même moment comme le mythique cours numéro 1. Il est emblématique parce qu'il était circulaire et avec des plaques en bronze où étaient inscrits les noms de chaque gagnant du tournoi. Aujourd'hui, Roland Garros est un complexe capable d'accueillir plus de 30 000 spectateurs qui restent fidèles à son architecture des années 30. Un lieu rempli d'histoire et dont on ressent l'identité dès qu'on y pénètre. Là, t'as le ocre, c'est les chapeaux de paille, c'est le côté vie parisienne en fait. Tu as toujours ces plans où tu vois, ces plans hauteur où tu vois la Tour Eiffel, le machin. T'es au cœur de Paris, quoi.
J'ai sélectionné 4 grandes dates qui ont selon moi marqué Roland-Garros. C'est partial, mais je m'en cogne parce que c'est ma vidéo. C'est l'un des plus grands moments du tennis français, une image dont on se souvient tous. Nous sommes en 1983 et Yannick Noah affronte Mats Wilander et après 2h30 et seulement 3 sets, il devient le dernier Français à remporter Roland-Garros. Je me suis enculé. Il s'effondre ensuite dans les bras de son père, les 17 000 spectateurs du court central bouillonnent. Aujourd'hui, près de 40 ans après, on attend encore un Français vainqueur en Grand Chelem et ça commence à faire long. En 1989, un Américain de 17 ans, qui s'appelle Michael Chang, participe à Roland-Garros. Il est très loin de faire partie des favoris. Le joueur rencontre Ivan Lendl, c'est le numéro 1 mondial, en 8e de finale. Évidemment, personne ne le voit gagnant. Je rappelle qu'il n'a que 17 ans quand même. Même moi, j'y crois pas. Et contre toute attente, Michael Chang remporte le match le plus célèbre de l'histoire du tournoi sur terre battue. Mené 2-7-0, l'Américain prend les 2 suivants en y mettant toute son âme. Le 5e set est lui aussi légendaire. Le jeune homme a des crampes et joue très lentement, jusqu'à servir à la cuillère par moment. Il gagne le match, et gonflé à bloc par cet exploit, il remporte le tournoi quelques jours plus tard. 2002, c'est l'année de ma naissance, alors là vous vous dites sûrement... Putain, sa daronne a accouché sur le châtrier. La finale de cette édition 2002 de Roland-Garros oppose Serena Williams à Vénus, sa grande sœur. Pour la première fois dans un match de Grand Chelem, Serena bat enfin son aîné. Après sa défaite, Vénus est super fair-play, elle chope un appareil photo dans la foule et immortalise le sacre de sa petite sœur. En 2009, c'est probablement le plus beau moment de l'histoire du tennis. À cette époque, Roger Federer est déjà considéré comme un GOAT. Il a tout gagné, tous les grands chelems, sauf Roland-Garros. Il n'arrive pas à passer l'obstacle Rafael Nadal. Cette année-là, il a de la chance, Rafa n'est pas en finale. Federer y retrouve Robin Söderling, c'est celui qui a dégagé Nadal en 8e. Allez, dégage! Cette fois, c'est la bonne. Roger Federer s'écroule en larmes sur le court. Il a enfin obtenu le titre qui lui manquait. C'est le 6e joueur de l'histoire à remporter les 4 trophées du Grand Chelem. Pendant des années, un Espagnol a écrasé le tournoi. Avant ça, retour en arrière. De 1925 à 1932, les Français René Lacoste, le créateur de la marque au croco, et Henri Cochet remportent à eux deux 7 des 8 tournois. Aucune hégémonie particulière à noter du côté de la Porte d'Auteuil, jusqu'à l'arrivée en 1974 d'un élégant Suédois, Björn Borg. Oh, il est élégant. Dans les années 70, il remporte 6 titres, dont 4 consécutifs, une grande première. Puis en 2005, c'est l'arrivée d'un monstre. Il marquera l'histoire du tournoi de manière indélébile. Rafael Nadal. L'Espagnol est une tornade sur terre battue. Il est intouchable. C'est lui, le roi de Paris. Les chiffres de son règne de la terreur sont hallucinants. Il a remporté 92 titres dans sa carrière. Le premier à Sopot en 2004, 36 en Masters 1000 et 22 en Grand Chelem. 2 à l'Open d'Australie, 2 à Wimbledon, 4 à l'US Open et 14 à Roland-Garros. En 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. Chez les femmes aussi, il y a eu de longs règnes. Elle, c'est la Française Suzanne Lenglen. Elle gagne les 2 premières éditions de Roland-Garros en 1925 et 1926. Juste là, c'est l'Américaine Chris Evert. Elle remporte 7 tournois entre 1974 et 1986. Juste derrière au nombre de victoires, il y a l'Allemande Steffi Graf qui soulève 6 fois le trophée entre 1987 et 1999. Et plus récemment, la Polonaise Iga Świątek s'est illustrée puisqu'elle en a gagné 4 depuis 2020. Depuis le départ en retraite de Nadal à l'âge avancé de 38 ans, il n'y a plus le joueur qui domine sur terre battue. Roland-Garros entre dans un nouvel arc. Désormais, tout le monde peut y croire, que ce soit les petits jeunes qui viennent d'arriver, ou même ceux qui ont été traumatisés à la Porte d'Auteuil. Un nouveau venu, espagnol lui aussi, Carlos Alcaraz, a soulevé un premier trophée à Roland-Garros en 2024. Une année marquante puisque pour la première fois depuis 20 ans, ni Nadal, ni Djokovic, ni Federer n'étaient en finale. Depuis, les cartes sont à nouveau rebattues. Le nom du gagnant sur le trophée ne semble plus écrit à l'avance. Et pour le coup, c'est une super nouvelle. Par rapport aux autres tournois du Grand Chelem, Roland-Garros a le plus petit nombre de gagnants différents sur les 20 dernières années, seulement 5. Depuis quelques années, le tennis féminin est notamment porté par le phénomène Iga Świątek.
À 23 ans seulement, elle compte 4 victoires à Roland-Garros. On assiste à la naissance d'un nouveau monstre de la terre battue, sous nos yeux, même si elle n'est pas favorite en 2025 après une saison extrêmement compliquée. Chez les Françaises, la dernière victoire est signée Marie Pierce en 2000, la dernière finaliste, c'est elle aussi en 2005. Sur les 20 dernières années, une seule Française est allée jusqu'en demi-finale, c'est Marion Bartoli en 2011. Depuis, plus grand chose à signaler côté tricolore. Même si le tennis féminin est de plus en plus populaire, car il est plus indécis que chez les hommes, la popularité n'est toujours pas équivalente. La preuve avec l'édition 2025 de Roland-Garros, où encore une fois, aucun match opposant deux femmes ne se joue de nuit, en night session comme on dit. Et je pense que si tu demandes aux gens qui aiment le tennis, ils doivent payer cher pour un seul match, ils veulent un match masculin ou un match féminin. Okay, oui, mais tu as la réponse. Et pour l'avoir posé en conférence de presse de présentation du tournoi de Roland-Garros, est-ce qu'il y aura une soirée sur deux avec des matchs féminins? La réponse d'Amélie Mauresmo, qui est directrice du tournoi, et qui répond que économiquement aujourd'hui, les affiches qui font vendre, c'est plus des affiches du tournoi masculin que féminin. Et puis il y a cette épée de Damoclès dans le tennis féminin. Par exemple, tu mets Swiatek, elle met 1-0 en 58 minutes à son adversaire, et qui aura peut-être fait un très bon match. T'as fait ta soirée dans Roland-Garros sur 58 minutes. Et là, tu vas avoir des gens qui vont aller. Donc il y a en plus l'avantage chez les garçons de jouer à minima 3-7. Oui, même si ça va vite, tu as quand même 1h40 de spectacle. Machin. Mais en l'occurrence, moi, je ne crois pas que ça va arriver tout de suite, les matchs féminins en night session, sauf le jour où tu as une Française qui fait un parcours de fou. Je crois qu'Alizé Cornet l'avait fait. Et pourtant, plusieurs matchs du tournoi féminin auraient dû se jouer en soirée à la Porte d'Auteuil. C'est aux organisateurs de prendre leurs responsabilités. Le Swiatek Osaka l'année dernière, c'est complètement le match que tu aurais dû mettre en night session. Parce que c'est numéro 1 mondial, contre ex-numéro 1 mondial, parce que c'est celle qui est la patronne de Roland-Garros. Et tu prends pas cette option-là, et c'est dommage. Parce que derrière, effectivement, tu n'en as pas 150 des options. Mais si demain, là tu as au nouveau Osaka avec le tirage au sort qui joue une Sabalenka ou Gauff ou Paolini, si tu ne le mets pas là en night session, c'est que tu n'as pas envie. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient très très envie. Le public français dérange parce qu'il fait beaucoup de bruit, les supporters sont chauvins et les joueurs étrangers se plaignent des nuisances sonores. Ça n'aide pas pour autant les joueurs français à gagner à domicile. Le dernier vainqueur tricolore, c'est Yannick Noah en 1983. Le dernier en finale, c'est Henri Lecomte, 5 ans plus tard. Et depuis, plus rien. Seulement 3 en demi-finale. Sébastien Grosjean en 2001, Gaël Monfils en 2008 et Jo-Wilfried Tsonga 2 fois, en 2013 et en 2015. On peut même imaginer que c'est trop petit aujourd'hui, mais c'est suffisamment grand pour organiser un tournoi du Grand Chelem pendant 15 jours en termes de cours, d'entraînement pour les joueurs et joueuses, parce que maintenant ils vont sur la partie Jean-Bouin, qui est très bien organisée. Ils ont ajouté le cours Simone Mathieu, qui a un petit écrin magnifique, tu as mis des toits sur tes 2 cours principaux. Donc en termes de compétition, je ne crois pas que tu aies besoin de plus. En fait, on a toujours besoin de plus, mais tu peux très bien l'organiser là-dedans. Pour les partenaires, tu as un village qui est maintenant très costaud, qui est très bien. Alors c'est vrai que c'est un peu la cohue à l'intérieur quand c'est plein. Tu pourras avoir plus d'espace pour le public. Je crois que ce qui compte maintenant, même pour les organisateurs, c'est de l'espace pour les joueurs et les joueuses. En termes de salles de repos, en termes de restaurants. Parce que tu t'aperçois que de plus en plus les tournois font la course à l'échalote pour que les joueurs et les joueuses soient dans un confort maximum. Et quand tu as les premiers jours d'un tournoi du Grand Chelem, tu as tes 2 tableaux de 128, donc tu es déjà à 500, tu es déjà à 311. Tu ajoutes les staffs maintenant qui sont pléthoriques, donc tu as une population qui monte à 600 avec les doubles. Et il faut, sur les premiers jours, que tout le monde ait un petit peu de place, puisse taper la balle, puisse se reposer, puisse aller manger avec le papa, la maman. Et je pense que c'est là où ils sont limités. Le stade en lui-même semble alors assez grand, c'est donc au niveau du confort des athlètes qu'il faut des améliorations. Et pour le coup, il n'y a pas forcément besoin d'étendre les lieux pour ça. Qui te dit que demain, le Molitor, l'hôtel Molitor, il ne soit pas privatisé par le tournoi pendant 15 jours. Monaco a fait ça. Je ne sais pas si vous savez, le country club, il n'est pas très grand. Et ils ont privatisé un hôtel qui est en bas, qui donne sur pour la famille joueur, entre guillemets. C'est pas un tournoi du Grand Chelem, ils sont moins, mais pour le papa, la maman, les enfants, avec des chambres à disposition, avec un espace restauration, la grande piscine.
Et aujourd'hui, la compète, elle est là. Vous en savez maintenant plus sur ce tournoi français qui a vu si peu de tricolores briller. Retrouvez l'interview de Frédéric Viard en intégralité sur notre chaîne YouTube. Le lien est dans la description. Dites-nous en commentaire quels sont vos meilleurs souvenirs de Roland Garros. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo.